Les premiers rayons du soleil se glissèrent à travers l'interstice des rideaux, dessinant une strie dorée sur le parquet de ma chambre. 7 heures du matin. J'ouvris les yeux et restai quelques minutes ainsi, à m'habituer à l'idée qu'il n'y avait aucune raison de se presser aujourd'hui. Nul besoin de corriger des copies d'étudiants, de préparer le petit déjeuner pour Renaud, ou de répondre aux appels téléphoniques agaçants de Thibaut. Chaque matinée m'appartenait désormais, et ce fait me semblait encore étrange. Je m'appelle Cécile Harlow et dans 3 jours, j'aurai 66 ans. Depuis 2 ans, je vis seule dans une grande maison de la rue des Saules, la rue la plus prestigieuse de Neuilly-sur-Seine. La maison que Renaud et moi avons achetée il y a 27 ans, lorsque son imprimerie commençait à générer de sérieux bénéfices. Avec le recul, je réalise que c'était l'apogée de notre bonheur familial. Une nouvelle maison, Thibaut qui entrait à l'université, mon mari enfin reconnu pour ses années de dur labeur, et moi, enseignant avec bonheur la littérature américaine dans une université locale. Faisant glisser doucement mes pieds hors du lit, j'enfilai mes chaussons et passai le peignoir en soie que Renaud m'avait offert pour notre dernier anniversaire. La grande maison m'accueillit dans le silence. Parfois, ce silence était une bénédiction, surtout après les visites bruyantes de mes petits-enfants. Parfois, c'était un rappel insupportable de la perte. Renaud est décédé il y a 4 ans. La crise cardiaque l'a frappé en pleine imprimerie, alors qu'il inspectait de nouveaux équipements. Rapide et impitoyable. Il n'a pas souffert, et je ne sais toujours pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Nous n'avons pas eu le temps de nous dire au revoir. Pas le temps de dire les choses importantes. Je suppose que personne n'a jamais le temps. Je me préparais une tasse de thé et un toast à l'avocat, un petit luxe matinal que je m'autorisais le mardi. Mon regard glissa distraitement sur la cuisine où chaque objet recelait un souvenir. Une théière en porcelaine rapportée d'un voyage en Provence. Un ensemble de torchons de cuisine avec des citations de la littérature classique, offerts par mes collègues lors de mon départ à la retraite. Des magnets sur le réfrigérateur, cadeau d'anciens étudiants qui avaient voyagé à travers le pays. Le téléphone sonna à 8h15 précise, pile à l'heure prévue par Myriam. « Cécile, bonjour. » La voix de ma belle-fille était enjouée et professionnelle. « J'espère que tu n'as pas oublié que tu vas chercher les enfants à l'école aujourd'hui. J'ai une présentation importante pour un nouveau client que je ne peux pas annuler. » Je réprimai un soupir. Bien sûr, je m'en souvenais. Je me souvenais toujours des obligations que j'avais. Mon planning de « service de grand-mère » était inscrit 1 mois à l'avance sur le calendrier accroché à côté du réfrigérateur. Oui, Myriam, je me souviens. Je récupérerai Evelyne et Pascal à 15h30. C'est super. Et il se peut que nous restions un peu plus longtemps. Peux-tu leur donner à dîner? J'ai laissé de l'argent pour une pizza la dernière fois. Utilise-le. Il n'y avait même pas l'ombre d'une question dans sa voix. Juste une affirmation. Comme si mon temps n'avait aucune valeur. Comme si je ne pouvais pas avoir mes propres projets. En fait, j'avais un rendez-vous avec Dorothée à 18h, dis-je prudemment, faisant référence à mon ami et collègue de longue date. Une courte pause suivit, puis un léger rire. Cécile, tu te rends compte que c'est un client important, n'est-ce pas? Ma promotion dépend de cette présentation. Je suis sûre que Dorothée comprendra si tu reportes votre rendez-vous. Je sentis les muscles de mon visage se contracter pour former un sourire poli que Myriam ne pouvait même pas voir. Des années d'enseignement m'avaient appris à garder mes émotions sous contrôle. Bien sûr, je vais l'appeler, répondis-je en prenant une gorgée de mon thé refroidi. Après la conversation, je regardais mon reflet dans le miroir du salon. Mes cheveux gris étaient coiffés en un chignon soigné, et il y avait de fines ridules autour de mes yeux que Renaud appelait des rides du sourire. J'avais l'air convenable pour mon âge, mais quelque chose dans mes yeux avait changé au fil des ans. Une sorte de lassitude, une résignation. Quand cela était-il arrivé? Quand étais-je passé de Cécile Harlow, une professeure de littérature d'une 30aine d'années, une femme avec ses propres ambitions et opinions, à une grand-mère commode, prête à s'adapter aux horaires des autres? J'ouvris le placard de l'entrée et en sortis un album photo. Notre mariage avec Renaud. Moi, dans une modeste robe crème. Lui, dans un costume de location, mais l'air aussi fier que s'il sortait d'un grand couturier. Des photos de voyage. Nous devant la Tour Eiffel, au Colisée, sur les plages de Floride. La naissance de Thibaut. Le petit paquet dans mes bras, et le bonheur stupéfait sur nos visages. Son diplôme de fin de lycée, son entrée à l'université, son mariage avec Myriam, la naissance des petits-enfants, Evelyne, maintenant âgée de 11 ans, et Pascal, qui en a 8.
Notre famille semblait parfaite sur ces photos glacées, des gens aisés et souriants. Personne n'aurait pu deviner ce qui se cachait derrière. Après la mort de Renaud, les choses changèrent imperceptiblement. Progressivement, Thibaut reprit l'imprimerie, bien qu'il ne se soit jamais beaucoup intéressé à l'entreprise de son père. Il préférait engager un directeur et se concentrer sur sa carrière dans la finance. L'imprimerie continuait de générer un revenu stable, dont une partie me revenait en tant que veuve du fondateur. Au début, leurs attentions semblaient touchantes. Thibaut et Myriam passaient chaque week-end, apportant des provisions et demandant comment j'allais. Puis, peu à peu, ces visites commencèrent à s'accompagner de demandes. « Maman, peux-tu aller chercher les enfants à l'école? Nous avons une réunion importante. Cécile, ça ne te dérangerait pas de garder Pascal, n'est-ce pas? Il a un léger rhume et nous devons aller à cette collecte de fonds. Maman, tu te souviens quand tu as dit que tu voulais aider avec la compte pour la maison? C'est le moment idéal. » Je n'ai jamais dit non. Renaud disait toujours que la famille était la chose la plus importante, et je le croyais. Je voulais être une bonne mère, une grand-mère généreuse. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais passée de la personne à qui l'on demandait à la personne à qui l'on disait. En refermant l'album, je me dirigeais vers les bibliothèques qui occupaient un mur entier du salon. Les livres avaient été une passion de toute une vie. Des volumes élimés de Dickens hérités de mon père aux auteurs contemporains que je découvrais pour moi-même et mes étudiants. Je passais mes doigts le long des dos, ressentant un calme familier. Après ma retraite il y a 3 ans, j'avais prévu d'écrire mon propre livre, une analyse des personnages féminins dans la littérature américaine du XXe siècle. J'avais rassemblé des matériaux, fait des ébauches. Le dossier de notes gisait toujours dans le tiroir de mon bureau, intact. Entre les soins à Renaud, qui était malade, puis à ses petits-enfants, il n'y avait pas de temps pour mes propres projets. Le téléphone sonna. Thibaut cette fois. Maman. Salut. Sa voix était pressée. Myriam a dit que tu allais chercher les enfants. Super. Écoute, je pensais à ton anniversaire. Nous avons réservé à la terrasse de Lavande pour 19 h vendredi soir. C'est un nouveau restaurant. Très branché. Tout le monde en parle. J'acquiesçai en silence, bien qu'il ne pût pas le voir. La terrasse de Lavande était connue comme un lieu de réunion d'affaires et de réseautage. Un endroit bruyant et prétentieux, à l'opposé des restaurants chaleureux que je préférais. Ça a l'air super, dis-je, parce que c'est ce qu'il attendait. Génial. J'ai réservé pour 6. Myriam et moi, les enfants, toi, et... Il marqua une pause. Ça te dérange si j'invite Grégoire Welch? C'est un investisseur potentiel, et ce serait bien de le présenter à la famille dans un cadre informel. Quelque chose vient de se briser à l'intérieur. Mon anniversaire, 66 ans. Et même ce jour-là, ils prévoyaient de l'utiliser pour faire avancer leurs intérêts. Thibaut, je pensais que ce serait un dîner de famille, dis-je doucement. Maman, ce sera le cas, juste avec une petite addition utile. Grégoire est un homme très intéressant. Tu l'aimeras. Il a beaucoup voyagé, collectionne l'art. Je sentis ma main se crisper sur le téléphone. D'accord, Thibaut. Après la conversation, je restai longtemps à la fenêtre, regardant le jardin bien entretenu. Renaud disait toujours que c'était mon talent pour transformer un espace en oasis. Chaque buisson, chaque fleur avait été plantée de mes mains. Le jardinier venait 2 fois par semaine maintenant, parce que Thibaut estimait qu'à mon âge, je ne devrais pas m'embêter avec de telles choses. Je me dirigeai vers la commode et ouvris le tiroir du haut. Là, sous une pile de foulards, se trouvait une boîte contenant le collier de perles que Renaud m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. J'avais décidé de le porter pour mon anniversaire, même si Myriam avait un jour fait remarquer que les perles étaient un peu démodées pour la femme moderne. À 15 h, je quittai la maison à temps pour l'école de mes petits-enfants. Ma berline, achetée du vivant de Renaud, paraissait modeste face aux SUV et voitures de sport rutilant des autres parents et grands-mères qui attendaient devant l'école. Thibaut m'avait proposé à plusieurs reprises de m'aider à acheter une nouvelle voiture, mais j'avais refusé. Cette voiture était fiable, comme la plupart des choses dans la vie de Renaud et moi. Evelyne et Pascal sortirent en courant de l'école avec des sacs à dos qui semblaient trop grands pour leurs épaules menues. Mamie Cécile. Pascal fut le premier à courir vers la voiture, ses cheveux blonds ébouriffés par la course. Evelyne s'approcha plus lentement, avec la dignité d'une presque adolescente, mais je pouvais voir le sourire qu'elle essayait de cacher. « Salut les petits !» Je les serrai dans mes bras,
sentant l'odeur familière de shampoing pour bébé et de fournitures scolaires. Comment s'est passée votre journée? Sur le chemin du retour, ils parlèrent de l'école. Pascal avait eu un A à son projet de science, et Evelyne avait été choisie pour jouer dans la pièce de l'école. J'écoutais. Je posais des questions. Je me réjouissais de leur succès. Ces moments étaient réels, authentiques. Les enfants ne faisaient pas semblant, ne m'utilisaient pas. Ils étaient simplement eux-mêmes. Bruyants, énergiques, parfois grincheux, mais toujours vrais. À la maison, je les aidais avec leurs devoirs. Evelyne écrivait une dissertation sur un livre préféré, et j'ai pris plaisir à discuter avec elle des 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Pascal avait du mal avec des problèmes de mathématiques, et nous avons dessiné des diagrammes ensemble pour rendre les nombres abstraits plus faciles à comprendre. À 18h30, alors que nous terminions de dîner avec une pizza livrée, la sonnette retentit. Thibaut et Myriam entrèrent dans la maison, tous deux en strict costume d'affaires, téléphone à la main. « Maman, merci beaucoup. » Thibaut m'embrassa sur la joue et se tourna immédiatement vers les enfants. « Allez, nous avons encore des choses à faire aujourd'hui. » Myriam jeta un coup d'œil à la cuisine, remarquant les restes de pizza. « Encore de la restauration rapide, » soupira-t-elle. « Cécile, nous parlions de manger sainement. » Je restai silencieuse en aidant Pascal à ramasser les jouets éparpillés. Myriam, pendant ce temps, vérifiait les devoirs d'Evelyne en fronçant les sourcils. « Cette analyse est trop simple pour ton âge, dit-elle. Tu dois creuser plus profondément si tu veux entrer dans une bonne école. » Evelyne baissa les yeux, et je sentis une vague d'irritation monter en moi. La dissertation était parfaite pour une enfant de 11 ans, sincère et pleine d'amour pour la littérature. « Myriam, elle a fait un excellent travail, dis-je doucement. » Evelyne a saisi l'essence du livre, l'importance des liens familiaux et de l'indépendance féminine. Myriam haussa un sourcil, mais ne dit rien en continuant à ranger les affaires des enfants. Au moment de partir, Pascal me fit un gros câlin. « Mamie, on pourra faire ces cookies aux pépites de chocolat la prochaine fois, » murmura-t-il. Je souris et hochai la tête, ignorant le regard mécontent de Myriam. Après leur départ, je retournai à la maison silencieuse. J'appelai Dorothée, m'excusant d'annuler notre rendez-vous. Elle comprit. Elle était elle-même grand-mère de 3 petits-enfants. « Cécile, » dit-elle avant que nous ne nous disions au revoir. « N'oublie pas de penser à toi de temps en temps. Tu donnes trop de toi-même. » Je méditais ces paroles, assise dans le fauteuil du salon avec un livre non lu sur mes genoux. Quand avais-je fait quelque chose uniquement pour moi pour la dernière fois? Un voyage au Nouveau-Mexique il y a 2 ans pour voir l'exposition de Georgia O'Keeffe. Non, même alors, j'avais écourté le voyage parce que c'était l'anniversaire de Thibaut et Myriam et qu'ils voulaient que je fasse du babysitting. Le lendemain, je suis allée au centre commercial pour acheter une robe pour la fête d'anniversaire à venir. Dans la boutique, la vendeuse, une femme de mon âge, m'a aidé à choisir une élégante robe bleu marine à manches longues. Elle irait très bien avec des perles, a-t-elle fait remarquer. Et j'ai souri, en pensant à mon collier. En passant devant la librairie, je n'ai pas pu résister à l'envie d'entrer. L'odeur des livres neufs, la musique douce, les voix étouffées des clients, tout cela créait une atmosphère où je me sentais chez moi. J'ai acheté un nouveau roman d'un auteur que je voulais lire depuis longtemps et un recueil de poèmes de Marie Oliver. Le soir, devant une tasse de thé, j'ai ouvert le recueil à une page au hasard et j'ai lu. « Dis-moi, que comptes-tu faire de ta seule vie, sauvage et précieuse ?» La phrase a résonné en moi avec une douleur inattendue. Que avais-je fait de ma vie ces dernières années? Attendre, m'adapter, devenir de plus en plus invisible. Le jeudi, la veille de mon anniversaire, Thibaut est passé après le travail. Il se montrait rarement seul, sans Myriam et les enfants. Et j'ai été surprise de le voir sur le pas de la porte. « Maman, tu as une minute ?» demanda-t-il en entrant dans le salon. « Il y a quelque chose d'important dont je veux discuter. » Je lui ai offert du thé, mais il a refusé. Il a juste pris un verre d'eau et s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Thibaut avait l'air d'un homme qui a réussi à 42 ans, soigné, confiant, avec une légère touche de gris sur les tempes qui le faisaient ressembler à Renaud au même âge. « Maman, » commença-t-il, posant son verre sur la table basse. « Myriam et moi en discutons depuis longtemps, et nous avons décidé que nous devions avoir une conversation sérieuse avec toi. » Je me suis tendue, m'attendant à une conversation sur ma santé ou sur un éventuel déménagement dans une maison de retraite, un sujet que Myriam avait délicatement abordé à plusieurs reprises sous le couvert de l'inquiétude. « Le fait est, » continua Thibaut,
en regardant non pas moi, mais par-dessus mon épaule. Cette maison est trop grande pour toi toute seule. 4 chambres, un immense jardin. C'est un souci et une dépense constants. J'ai attendu silencieusement la suite de la conversation, même si je savais déjà où elle menait. Myriam et moi avons pensé qu'il serait rationnel que tu nous donnes la maison. Evelyne et Pascal grandissent et ont besoin de plus d'espace. L'école ici est excellente, et nous t'aiderons à trouver quelque chose de compact et de confortable. Peut-être dans ce nouveau complexe de résidence pour personnes âgées. Il parlait vite, d'un ton professionnel, comme s'il proposait un marché mutuellement avantageux, et non comme s'il prenait ma maison, une maison pleine de souvenirs de chaque année passée avec Renaud, de chaque fête de famille, de chaque soirée tranquille avec un livre au coin du feu. Thibaut, dis-je lentement. C'est ma maison. Ton père et moi. Il plissa légèrement le nez, comme si je n'avais pas compris quelque chose d'évident. Maman, ce n'est qu'un bâtiment. Les souvenirs resteront avec toi. Pense Y logiquement. Pourquoi as-tu besoin d'autant de pièces? Tu passes la plupart de ton temps dans le salon et la chambre de toute façon, et c'est cher d'entretenir une maison. Je peux gérer les dépenses, ai-je argumenté. Les revenus de l'imprimerie et ma pension. Et cet argent pourrait être utilisé pour quelque chose de plus important, interrompit-il. Comme le fonds d'éducation d'Evelyne et Pascal. L'université coûte de plus en plus cher chaque année. J'ai senti quelque chose de froid et de lourd s'installer dans ma poitrine. Il parlait de ma maison, de mon argent, comme si cela lui appartenait déjà, comme si j'étais un inconvénient temporaire sur le chemin de l'héritage. Discutons-en plus tard, dis-je en me levant de mon fauteuil. Demain, c'est mon anniversaire, et je préférerais ne pas penser à de telles choses maintenant. Thibaut avait l'air mécontent, mais il a hoché la tête. Bien sûr, maman, pense Y, d'accord? C'est une décision sensée pour nous tous. Après son départ, je suis restée assise un long moment, fixant la photo de Renaud sur la cheminée. Il souriait, tenant son premier contrat sérieux pour son imprimerie. Que dirait-il maintenant? Conseillerait-il la concession pour préserver la paix dans la famille? Ou serait-il indigné de la façon dont son fils traitait sa mère? Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, pensant à l'anniversaire de demain et à la conversation avec Thibaut. Quelque chose changeait en moi, lentement mais inexorablement. C'était comme si tous les ressentiments inexprimés, toutes les objections avalées, toutes les concessions des dernières années se rassemblaient en une seule résolution. Le matin de mon anniversaire a commencé par un appel téléphonique. Dorothée a été la première à me féliciter. Sa voix, chaude et sincère, m'a fait sourire. Cécile, joyeux anniversaire, ma chère. 66 ans, ce n'est qu'un chiffre. Tu es toujours la même fille qui se disputait autrefois avec le doyen sur la signification du symbolisme chez Faulkner. J'ai ri, me souvenant de ce vieil incident. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de livres, de nos anciens emplois, de projets futurs. Dorothée s'était récemment inscrite à un cours d'aquarelle et insistait pour que je me joigne à elle. Il est temps de faire ce que j'ai toujours voulu faire, a-t-elle dit avant de dire au revoir. Le temps est précieux, Cécile. Après la conversation, je suis restée longtemps devant le miroir de ma chambre. La robe bleu foncé que j'avais achetée pour ce soir me seyait parfaitement. Je portais un collier de perles, un peu de parfum, le parfum préféré de Renaud, avec des notes de jasmin et de vanille. J'avais coiffé mes cheveux d'une manière simple mais élégante. Dans le reflet, j'ai vu une femme qui avait vécu une longue vie avec des joies et des pertes, avec de l'amour et des déceptions. Une femme qui se sentait encore forte et pleine de volonté. La journée s'est déroulée tranquillement. Quelques anciens collègues m'ont envoyé des messages de félicitations. Une voisine, Madame Laurent, est passée avec un gâteau au citron fait maison, petit mets avec 6 bougies, une pour chaque dizaine et une de plus pour la chance. Nous avons bu du thé ensemble, et ce simple moment de sincérité m'a réchauffé l'âme. Thibaut a appelé à midi, me rappelant le repas du soir. Sa voix semblait préoccupée. Il s'inquiétait de savoir si j'aurais le temps de me préparer, si je serais capable de trouver le restaurant, même si j'avais vécu à Neuilly toute ma vie d'adulte et que je connaissais la ville aussi bien que lui. Mieux vaut prendre un taxi, maman, a-t-il conseillé. Le stationnement pourrait être un problème là-bas. J'ai accepté, bien que je préférais conduire moi-même. C'était plus facile que de discuter. À 18h30, j'étais fin prête. J'ai hélé un taxi, comme Thibaut l'avait suggéré, même si la terrasse de Lavande n'était qu'à 15 minutes. Je me suis assise sur la banquette arrière et j'ai regardé les rues familières de Neuilly, la ville qui était devenue ma maison il y a 40 ans,
lorsque Renaud et moi avions déménagé ici avec des rêves d'une vie meilleure. Le restaurant se trouvait dans un nouveau quartier d'affaires, un bâtiment en verre à la prétention architecturale sophistiquée. À l'intérieur, tout brillait d'un minimalisme moderne, murs blancs, détails chromés, plantes vertes et caisses géométriques. J'ai été immédiatement mal à l'aise avec la froideur de cet intérieur, mais j'ai essayé de garder une attitude positive. Après tout, c'était ma journée. Thibaut, Myriam et les enfants attendaient déjà à table. À côté d'eux était assis un homme d'âge moyen dans un costume impeccable. Apparemment, Grégoire Welch, l'investisseur potentiel. Maman. Thibaut s'est approché de moi, son sourire un peu crispé. Joyeux anniversaire. Il m'a serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, je me suis sentie distante, comme s'il accomplissait un rituel obligatoire. Myriam s'est levée aussi et m'a fait la bise sur la joue, laissant une légère trace de rouge à lèvres chères. Cécile, tu es magnifique, a-t-elle dit avec le sourire professionnel d'une responsable des relations publiques. C'est une nouvelle robe. J'ai hoché la tête, notant pour moi-même qu'elle n'avait pas dit un mot sur mon anniversaire. Evelyne et Pascal étaient inhabituellement calmes, comme s'ils avaient été instruits à l'avance sur les règles de comportement. Seuls les yeux de Pascal brillaient d'une véritable curiosité enfantine lorsqu'il a remarqué la petite boîte cadeau dans ma main. J'avais préparé de petits souvenirs pour les enfants. Bien que d'habitude, les cadeaux d'anniversaire soient offerts à la personne qui fête son anniversaire, et non l'inverse. Mamie Cécile, a-t-il chuchoté alors que je m'asseyais à côté de lui. Joyeux anniversaire. J'ai souri et lui ai discrètement serré sa petite paume sous la table. Cécile. Thibaut a attiré mon attention. J'aimerais que tu rencontres Grégoire Welch. Grégoire, voici ma mère, Cécile Harlow. L'homme s'est levé galamment et m'a serré la main. Madame Harlow, c'est un plaisir de vous rencontrer. Thibaut m'a beaucoup parlé de vous. Sa poignée de main était ferme, son regard évaluateur, typique d'un homme d'affaires habitué à lire les gens rapidement. Que de bonnes choses, j'espère, ai-je répondu avec un léger sourire. Bien sûr. Grégoire s'est rassis, ajustant parfaitement les poignets de sa chemise. Il a mentionné que vous enseignez la littérature. Je dois admettre que c'était ma matière préférée à l'université. Je doutais de sa sincérité. Son ton avait l'habitude de dire ce que les gens voulaient entendre, mais j'ai joué le jeu, mentionnant plusieurs auteurs qui sont généralement inclus dans les programmes universitaires. Pendant que nous échangions des plaisanteries, le serveur a apporté les menus, des classeurs massifs avec des couvertures en cuir et un design minimaliste. Les prix étaient astronomiques, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à combien de bons livres on pourrait acheter pour le prix d'un seul steak. Tiens, j'ai commandé du champagne, a annoncé Thibaut alors qu'un deuxième serveur s'approchait avec un seau de glace dans une bouteille. Dom Pérignon, occasion spéciale. Le champagne a été versé dans des verres. Même les enfants ont eu un petit verre de boisson non alcoolisée pour pouvoir participer au toast à maman. Thibaut a levé son verre. Joyeux anniversaire. Je lui souhaite la santé et... Il a hésité un instant, et je pouvais presque le sentir chercher les mots justes. Que souhaiter à une veuve de 66 ans? Le bonheur, l'amour, de nouvelles réalisations. Tout cela semblait déplacé dans sa vision du monde où j'étais une vieille femme quittant la scène. Des jours sereins. A-t-il finalement terminé? Des jours sereins. Comme si j'avais déjà vécu ma vie, et qu'il ne me restait plus qu'à m'éteindre dans un fauteuil à bascule. Merci. J'ai pris une gorgée de champagne, sentant les bulles me picoter la langue. Bien que j'espère que mes jours ne seront pas seulement sereins, mais aussi épanouissants. J'ai encore beaucoup de projets. Thibaut a souri avec indulgence, de la manière dont on sourit à un enfant qui parle de ses intentions de voler sur la lune. La conversation à table passait d'un sujet à l'autre, principalement grâce aux efforts de Myriam, qui savait comment entretenir la conversation dans n'importe quelle compagnie. Ils ont parlé des dernières nouvelles de la ville, de l'école des enfants, d'un nouveau restaurant prometteur qui avait ouvert dans le quartier des affaires. J'ai surtout écouté, répondant quand on s'adressait directement à moi. Grégoire a parlé de ses voyages en Asie, de sa collection d'art moderne, de ses nouvelles opportunités d'investissement. Thibaut a saisi chacun de ces mots, me jetant un coup d'œil de temps en temps comme pour vérifier si je faisais la bonne impression sur son partenaire potentiel. Quand les entrées sont arrivées, la conversation a insensiblement glissé vers les affaires. Thibaut et Grégoire discutaient d'un projet en utilisant un jargon professionnel qui me donnait mal à la tête. Myriam intervenait avec des commentaires occasionnels,
montrant sa connaissance des affaires de son mari. Les enfants picoraient tranquillement leurs assiettes de plats élaborés, préférant clairement la pizza que nous avions eue hier. « Mamie », m'a chuchoté Pascal pendant que les adultes étaient absorbés par la discussion du marché immobilier. « Je t'ai dessiné une carte, mais maman a dit qu'on t'offrirait un vrai cadeau plus tard. » Je lui ai souri. « La carte que tu as dessinée est le vrai cadeau, le meilleur. » Son visage s'est illuminé, mais est immédiatement redevenu sérieux quand Myriam lui a lancé un regard d'avertissement. Entre les entrées et le plat principal, le serveur m'a apporté un petit gâteau avec une seule bougie, manifestement un hommage à la tradition de la part du restaurant. Thibaut a semblé légèrement agacé par cette violation de sa soirée soigneusement planifiée. « Nous avons commandé le dessert à la fin », a-t-il dit au serveur, qui s'est excusé et s'est empressé de partir, laissant le gâteau sur la table. « Souffle la bougie, mamie ?» a demandé Evelyne, montrant un enthousiasme enfantin pour la première fois de la soirée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai soufflé la flamme, en faisant un vœu, simple et complexe à la fois. Vivre ma vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Quand les plats principaux ont été servis, des portions exquises qui ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à de la nourriture. Thibaut a posé sa fourchette et m'a regardé avec ce sourire particulier que j'avais appris à reconnaître depuis son enfance. C'était le sourire qu'il me faisait avant de me demander quelque chose d'important. Un nouveau vélo. La permission d'aller au lac avec des amis. De l'argent supplémentaire pour l'université. Maman, a-t-il commencé en s'essuyant les lèvres avec une serviette. Tu te souviens de notre conversation d'hier? J'ai senti les muscles de mon cou se tendre. Alors, il avait décidé de continuer le sujet à la maison, ici même, en public, le jour de mon anniversaire. De toute évidence, la conversation avait été planifiée à l'avance, impliquant peut-être même Grégoire, qui pourrait donner des conseils professionnels en matière d'immobilier. Je me souviens, ai-je répondu discrètement. Je pense que ce serait un bon moment pour en discuter en famille, a poursuivi Thibaut, en jetant un coup d'œil à Myriam, qui lui a fait un léger signe de tête. Et avec Grégoire, qui a beaucoup d'expérience dans ces situations. Quel genre de situation, ai-je demandé, même si je savais exactement de quoi je parlais. Dans les situations où vous devez faire bon usage de l'immobilier, est intervenu Grégoire. Et il était clair pour moi que sa présence n'était pas un accident, surtout lorsqu'il s'agit de biens familiaux et de planification successorale. Héritage, c'était ça. Ce n'était pas seulement la maison, mais tout ce qui resterait derrière. J'ai soudain eu l'impression d'être déjà morte à leurs yeux, juste un obstacle sur le chemin de la succession désirée. Nous y avons beaucoup réfléchi, a poursuivi Thibaut, en me regardant dans les yeux avec une expression de fausse inquiétude. Et nous pensons que la solution la plus intelligente est que tu nous cèdes la maison dès maintenant. Où suis-je censé vivre? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. Nous y avons pensé aussi, a dit Myriam en s'éclaircissant la voix. Il y a un magnifique complexe pour personnes âgées, appelé les terrasses ensoleillées. Il dispose d'excellentes installations, d'un personnel médical, de nombreuses activités pour votre âge. Pour votre âge? Cette phrase m'a transpercée comme un couteau. Je n'étais pas une vieille femme décrépite ayant besoin de soins constants. J'étais une femme bien portante, capable de prendre mes propres décisions concernant ma vie. Je n'ai pas besoin d'une maison de retraite, ai-je dit doucement mais fermement. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. Thibaut a froncé les sourcils. C'est une résidence pour personnes âgées modernes. Beaucoup de gens qui réussissent à votre âge choisissent cette option. Et si je ne veux pas, alors vous pourriez envisager un petit appartement. Est intervenu Grégoire comme s'il avait le droit de participer à la discussion de ma vie. J'ai de superbes options dans de nouveaux complexes d'appartements, compacts, modernes, proches des centres commerciaux. Je l'ai regardé avec perplexité, qui lui avait donné le droit de me proposer un logement, qui l'avait invité à participer à cette conversation. Cécile, Myriam a posé sa main sur la mienne. Sa voix mielleuse, le même ton qu'elle utilisait pour les clients difficiles. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Une grande maison nécessite un entretien constant. Et à ton âge? À mon âge, oui. J'ai terminé pour elle. Vous avez mentionné mon âge plusieurs fois ce soir. Il y a eu un silence gênant. Les enfants regardaient de moi à leurs parents, sentant la tension, mais ne comprenant pas pourquoi. Maman. Thibaut a changé de tactique, sa voix presque suppliante. Pense aux enfants. Ils ont besoin de plus d'espace pour se développer.
Evelyne est une adolescente en devenir et elle a besoin d'une chambre séparée pour étudier. Pascal rêve d'un grand jardin pour jouer. Et ta maison est parfaite pour une jeune famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre maison actuelle, ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Leur maison de ville de 3 chambres dans un quartier branché était trop petite pour leurs ambitions croissantes. Ce n'est pas dans le bon quartier, a répondu Myriam. Les écoles là-bas ne sont pas les meilleures. Votre quartier offre d'excellentes opportunités éducatives. Je me suis souvenu de la façon dont ils avaient choisi cette maison de ville il y a 3 ans. À la mode, haut de gamme, à distance de marche des meilleurs restaurants de la ville. Ils ne se souciaient pas des écoles à l'époque. Et franchement, a ajouté Thibaut en baissant la voix. Financièrement, c'est ce qui a le plus de sens. Tu reçois ta pension et les revenus de l'imprimerie. C'est plus que suffisant pour une vie modeste, et entretenir une grande maison est une dépense inutile. Une vie modeste. Une autre phrase qui me définit comme quelqu'un dont les besoins et les désirs n'ont plus d'importance. Alors, vous voulez que je vous donne la maison que Renaud et moi avons achetée avec l'argent que j'ai gagné grâce à des années de dur labeur et que je déménage dans une maison compacte parce qu'à mon âge, je dois vivre une vie modeste, ai-je dit lentement, sentant quelque chose comme de la colère monter en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu as tout faux. Thibaut avait l'air agacé. Nous proposons une solution pratique pour tout le monde. Ce sera plus facile pour toi, plus pratique pour nous. Et ma commodité, mes souhaits. Maman, sois raisonnable. Son ton est devenu condescendant. À ton âge, tu dois être pratique. La maison restera dans la famille. Simplement transmise à la génération suivante. N'est-ce pas ce que papa aurait voulu? La mention de Renaud a été la goutte d'eau. Je connaissais mon mari mieux que quiconque à cette table, et j'étais sûre qu'il n'approuverait jamais qu'on me traite de cette façon. Ne me dis pas ce que ton père aurait voulu. Ma voix était calme, mais il y avait une note d'acier dedans. Renaud voulait que je sois heureuse et que je vive pleinement ma vie jusqu'à mon dernier jour. Pas que j'existe dans un logement compact, en donnant tout ce que j'ai alors que je suis encore en vie. Cécile, tu es dramatique. Myriam est intervenue. Personne ne parle de tout donner. Nous ne parlons que d'une maison qui est trop grande pour une seule personne. Et après? Ai-je demandé. L'imprimerie, les économies? Quoi d'autre considérez-vous comme trop grand pour moi? Thibaut et Myriam ont échangé des regards rapides, et j'ai réalisé que j'avais touché la cible. La maison n'était que le début. Peut-être devrions-nous en discuter à la maison plutôt qu'au restaurant, a suggéré Thibaut, remarquant que les tables voisines commençaient à s'intéresser à notre conversation. Pourquoi reporter? Ai-je demandé. Vous avez spécifiquement choisi mon anniversaire pour cette conversation. Pensiez-vous que je ne pourrais pas dire non un jour comme celui-ci ou que la présence d'un étranger? J'ai fait un signe de tête à Grégoire qui avait l'air un peu embarrassé, me rendrait plus agréable. Maman, a prévenu Thibaut. Je ne vous donne pas la maison, ai-je dit fermement. Ni maintenant, ni plus tard. C'est ma maison et j'y vivrai aussi longtemps que je le voudrai. Il y a eu un lourd silence. Thibaut m'a regardé avec une irritation mal dissimulée. Myriam a gardé son sourire professionnel, mais il y avait une expression de mécontentement dans ses yeux. Grégoire étudiait avec diligence le contenu de son verre. Les enfants avaient l'air effrayés. Je suggère que nous mettions fin à cette conversation, ai-je finalement dit, en posant ma serviette de côté. C'est mon anniversaire, et j'aimerais le passer sans discuter de la façon de se débarrasser de moi et de mes biens. Personne ne veut se débarrasser de toi, maman, a commencé Thibaut. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Dis non simplement, ai-je dit. Nous parlerons d'affaires une autre fois. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Thibaut et Myriam ont discuté d'un sujet neutre, ignorant soigneusement la gêne de la situation. Grégoire a maintenu la conversation poliment, bien qu'il se sentait clairement mal à l'aise. Les enfants étaient complètement silencieux, ne me lançant que des regards compatissants occasionnels. Quand le dessert est arrivé, un gâteau délicat décoré d'une feuille d'or. J'ai à peine pu en avaler une bouchée. Ma gorge était nouée et mon esprit était en proie à des pensées sur la façon dont, même le jour de mon anniversaire, je n'avais été rien de plus qu'un moyen pour une fin. La soirée a finalement pris fin. Thibaut a payé, refusant avec défi mon offre de partager l'addition. Nous sommes sortis où l'air frais du soir offrait un certain soulagement de l'atmosphère étouffante du restaurant. Je vais appeler un taxi, ai-je dit en sortant mon téléphone. Pas la peine. Nous te ramenons,
a objecté Thibaut. C'est sur le chemin. Je préfère prendre un taxi, ai-je dit fermement. Je veux être seul un moment. Il a eu l'air offensé, mais n'a pas insisté. Myriam m'a dit au revoir froidement. Les enfants m'ont serré dans leurs bras, Pascal fermement. Evelyne, avec la maladresse d'une adolescente qui ne savait pas de quel côté elle était. On se voit ce week-end, a dit Thibaut une dernière fois. Et maman, je suis désolée si nous avons gâché ta soirée. Nous voulions bien faire. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Grégoire m'a serré la main en guise d'adieu. Son visage était un étrange mélange de sympathie et d'intérêt professionnel. Il calculait probablement déjà comment le conflit familial affecterait un accord potentiel. Le taxi est arrivé quelques minutes plus tard. Assise sur la banquette arrière, je fixais les lumières de la ville qui défilaient et je sentais la résolution monter en moi. Voulait-on ma maison ? Ne me voyait-on que comme une femme âgée dont les désirs et les besoins n'avaient pas d'importance ? Planifiait-on mon avenir sans moi ? Eh bien, je leur montrerais que Cécile Harlow était encore capable de prendre ses propres décisions et de le faire sans mot ni drame. Silencieusement mais fermement. Alors que le taxi s'arrêtait devant ma maison, une grande et belle maison pleine de souvenirs. Je savais déjà exactement ce que j'allais faire demain. Et cette décision changerait non seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui pensaient pouvoir la contrôler comme bon leur semblait. Le samedi matin m'accueillit avec une clarté de pensée inhabituelle. Je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne, me sentant étonnamment reposée malgré mon sommeil agité. Allongée dans mon lit, j'ai regardé la lumière du soleil remplir progressivement la pièce et j'ai mentalement établi un plan d'action. Aucun doute ni hésitation, juste une séquence claire d'étapes à suivre. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de taper « Meilleures agences immobilières Neuilly » dans le moteur de recherche. Après avoir consulté plusieurs sites web, j'ai opté pour l'agence immobilière Féo 1. Ils étaient spécialisés dans l'immobilier de luxe et avaient des critiques impressionnantes. À 9 heures, lorsque le bureau a ouvert, j'ai appelé et pris rendez-vous pour une consultation avec Véronique Sullivan, une courtière expérimentée avec 20 ans d'expérience. Puis-je vous demander quel bien vous prévoyez de vendre ? A demandé la secrétaire d'une voix mélodieuse. Une maison à Neuilly-sur-Seine, rue des Saules, ai-je répondu. 2 étages, 4 chambres, 3 salles de bain, un terrain d'un demi-hectare. Il y a eu une pause intéressée à l'autre bout du fil. Madame Harlow, Véronique pourra vous voir aujourd'hui à 11 heures. Est-ce que cela vous convient ? J'ai accepté, réalisant que la réaction instantanée n'était pas tendue à ma courtoisie qu'à l'emplacement de la maison, l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Après le petit déjeuner, je me suis préparée, choisissant un tailleur pantalon couleur sable, une tenue qui m'avait toujours donné confiance pour les réunions importantes à l'université. Je ne voulais pas ressembler à une gentille grand-mère que l'on pourrait facilement convaincre d'accepter des conditions défavorables. Le bureau de l'agence Féo était situé dans un bâtiment moderne en verre et en pierre dans le quartier des affaires. L'intérieur était impressionnant par son luxe discret. Sol en marbre, canapé en cuir, peinture d'artistes contemporains sur les murs. La réceptionniste, une jeune femme à la coiffure parfaite, m'a conduite dans le bureau de Véronique. Véronique Sullivan s'est avérée être une femme de mon âge, élégante, avec des cheveux argentés coupés courts et un regard pénétrant. Elle s'est levée de la table pour me serrer la main, et j'ai immédiatement senti que j'avais fait le bon choix. Madame Harlow, ravie de vous rencontrer. Veuillez vous asseoir. Elle m'a indiqué un fauteuil confortable en face de son bureau. Alors, vous voulez vendre la maison de la rue des Saules ? Puis-je vous demander pourquoi ? Je veux déménager au bord de la mer, ai-je répondu simplement. La maison est trop grande pour moi toute seule, et j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Véronique a hoché la tête avec compréhension, sans poser trop de questions. Son professionnalisme était évident dans le fait qu'elle est allée droit au but, sans essayer de fouiller dans mes motivations personnelles. Avez-vous des photos de la maison ? Ou peut-être pourrions-nous organiser une inspection bientôt. J'ai sorti un presse-papier de mon sac à main et lui ai montré les photos que j'avais prises avant de venir ici. Véronique a scruté chaque photo, posant parfois des questions spécifiques sur les réparations, les services publics et l'agencement. La maison est en excellent état, a-t-elle dit après avoir regardé toutes les photos. Et l'emplacement est parfait. Le quartier est très demandé, surtout par les familles avec des enfants d'âge scolaire en raison de sa proximité avec des écoles prestigieuses. J'ai hoché la tête, pensant que c'était l'un des arguments de Thibaut et Myriam. Quel prix prévoyez-vous de fixer ? Ai-je demandé.
Véronique a tapoté pensivement ses longs ongles manucurés sur la table. Compte tenu du marché, de l'emplacement et de l'état de la maison, elle a cité un montant qui m'a fait hausser les sourcils. Le prix était bien plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. N'est-ce pas un peu optimiste? Véronique a souri avec la légère condescendance d'une experte. Madame Harlow, les prix dans votre quartier ont augmenté de 30% au cours des 5 dernières années. De nombreuses familles sont prêtes à payer une prime pour avoir l'opportunité de vivre près des meilleures écoles. De plus, il n'y a pas beaucoup d'offres de cette qualité sur le marché en ce moment. Nous avons discuté des détails de la coopération, de la commission de l'agence, de la stratégie de vente et du calendrier prévu. Véronique a suggéré de ne pas organiser de visites publiques, mais de travailler directement avec des acheteurs potentiels présélectionnés. J'ai plusieurs clients qui recherchent une maison dans votre quartier depuis longtemps. Avec votre permission, je les contacterai aujourd'hui. J'ai hoché la tête, me sentant un peu étourdi par la vitesse à laquelle les événements se déroulaient. Hier, je n'avais pas prévu de vendre la maison, et aujourd'hui, je discutais déjà des détails de la transaction. Il y a encore une chose, ai-je dit en baissant la voix. J'aimerais que cette vente reste confidentielle jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Je ne veux pas déranger la famille avant qu'elle ne soit finalisée. Véronique a hoché la tête avec compréhension, sans montrer de surprise. Elle avait probablement vu assez de situations familiales au fil des ans pour ne pas poser trop de questions. Bien sûr, nous pouvons organiser le processus aussi discrètement que possible. En quittant le bureau de l'agence Féo, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de détermination, une légère anxiété et quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision importante basée sur mes propres désirs et non sur les attentes des autres. Le prochain point de mon plan était de rencontrer un avocat. J'ai appelé Maître Higgins, qui nous avait aidés, Renaud et moi, à rédiger le testament il y a 15 ans. Sa secrétaire a d'abord dit que le prochain rendez-vous disponible n'était pas avant une semaine, mais quand j'ai mentionné mon nom et la nature de l'affaire, une heure a été trouvée cet après-midi-là à 14 heures. Le bureau de Maître Higgins était situé dans un bâtiment historique du centre-ville, à l'opposé de l'agence immobilière moderne et minimaliste. Des boiseries sombres, des meubles massifs et des bibliothèques remplies de volumes juridiques créaient une atmosphère de stabilité et de tradition. Maître Higgins lui-même, un grand homme dans la soixantaine avec des sourcils gris broussailleux et un regard pénétrant, m'a accueilli comme une vieille connaissance, même si nous ne nous étions pas vus depuis des années. Cécile, ravi de vous voir. Il a indiqué la chaise en face de son bureau. Que puis-je faire pour vous? Je dois changer mon testament, ai-je dit sans embâge, et obtenir des conseils sur la disposition de mes biens. Maître Higgins a hoché la tête, ne semblant pas surpris. Que voulez-vous changer? Exactement? Tout, ai-je répondu. Je vends la maison, et je prévois de réviser considérablement la répartition de l'héritage. Maintenant, il était vraiment surpris, mais il est rapidement revenu à une expression professionnelle. Je comprends. Discutons des détails. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons soigneusement examiné chaque article de mon testament. Thibault et sa famille en étaient les principaux bénéficiaires. Ils devaient recevoir la maison, mes économies, ma part de l'imprimerie et tous mes biens personnels, à l'exception de quelques souvenirs légués à Dorothée et à quelques autres amis proches. J'avais maintenant décidé de changer radicalement cet arrangement. Je prévois de donner une grande partie du produit de la vente de la maison pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants du département de littérature de l'université où j'ai enseigné. Une autre partie irait au soutien de la bibliothèque locale. Le reste serait divisé entre un portefeuille d'investissement pour subvenir à mes besoins et un fonds en fiducie pour mes petits-enfants, qui ne recevraient pas avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans. Et Thibault? A demandé Maître Higgins en prenant des notes. Il possède pratiquement déjà l'imprimerie, ai-je répondu. Quant au reste, je lui laisserai un montant symbolique, suffisant pour que le testament ne puisse pas être contesté au motif que j'ai oublié mon fils. Maître Higgins m'a regardé par-dessus ses lunettes. Puis-je vous demander la raison d'un changement aussi radical? J'ai soupiré. Maître Higgins n'était pas seulement notre avocat. C'était un ami de Renaud et il méritait probablement quelques explications. Hier, c'était mon anniversaire, ai-je commencé, et Thibault a choisi ce jour pour exiger ma maison, pas la demander, pas en discuter, l'exiger, comme si j'avais déjà survécu à mon utilité et que je devais tranquillement me retirer pour leur faire de la place. Maître Higgins a froncé les sourcils, mais n'a rien dit, me laissant continuer. C'était la goutte d'eau. Pendant des années,
J'ai été leur distributeur de billets et leur babysitter à la demande. Toujours disponible, toujours prête à aider, sacrifiant toujours mes projets pour leur convenance. Et jamais une personne avec ses propres désirs et le droit d'être respectée. Je me suis tue, sentant une vague d'amertume monter en moi au souvenir de toutes les fois où mes besoins avaient été ignorés, mes projets rejetés comme sans importance, m'ont jugé moins précieux que le leur. Renaud aurait donné beaucoup pour vivre jusqu'à mon âge. J'ai continué plus doucement. Et il parle de mes années restantes comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. Je ne suis pas prête à supporter ça. Je ne suis pas prête à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Maître Higgins a hoché la tête lentement, son regard s'adoucissant. Je comprends, Cécile. Et si je peux me permettre une observation personnelle, je soutiens pleinement votre décision. Renaud aurait été indigné qu'on vous traite de cette façon. Nous avons continué à travailler sur les documents. Maître Higgins m'a expliqué toutes les nuances juridiques liées à la modification d'un testament et à la mise en place de fonds en fiducie. Il m'a également conseillé de mettre à jour la procuration pour les décisions médicales, en désignant Dorothée plutôt que Thibaut comme personne responsable. J'aurai tous les documents nécessaires prêts pour lundi, a-t-il dit lorsque nous avons terminé. Pourrez-vous passer pour les signer? J'ai hoché la tête, me sentant étrangement soulagée, comme si j'avais soulevé un lourd poids de mes épaules que je portais depuis des années. Après mon rendez-vous avec Maître Higgins, je suis allée dans un café voisin pour une tasse de thé et pour rassembler mes pensées. Assise à la fenêtre donnant sur la rue animée, je pensais à mon nouveau projet de vie. Je devais décider où déménager après avoir vendu la maison. J'ai ouvert ma tablette et j'ai commencé à chercher des informations sur les villes côtières. La Rochelle a attiré mon attention. Une petite ville sur la côte atlantique, assez proche de Neuilly pour rendre visite à mes petits-enfants si je le souhaitais, mais assez loin pour commencer une nouvelle vie. En parcourant les annonces immobilières à La Rochelle, je suis tombée sur une photo qui m'a fait chavirer. C'était une petite maison de style victorien à 2 étages, peinte d'un bleu doux avec des garnitures blanches et un porche spacieux. Elle était située à quelques rues de la plage dans un quartier historique calme. La description mentionnait des parquets d'origine, une cuisine rénovée et un petit jardin bien entretenu. J'ai envoyé une demande à un agent immobilier local, en joignant un lien vers l'annonce. À ma grande surprise, une réponse est arrivée presque instantanément. Une femme nommée Bethany Rodriguez a proposé d'organiser une visite virtuelle de la maison le soir même ou une visite réelle n'importe quel jour qui me conviendrait. J'ai opté pour la visite virtuelle à 19 h, décidant que si la maison me plaisait, je me rendrais à La Rochelle dans les prochains jours. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé un message de Véronique. Elle avait déjà contacté plusieurs acheteurs potentiels et 2 avaient exprimé un vif intérêt. Ils voulaient voir la maison bientôt. Quand serait-il pratique pour vous d'organiser une visite, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Thibaut et Myriam passent généralement chez moi le dimanche pour déposer les enfants pour la journée ou les récupérer après un week-end passé chez leur grand-mère. Mais ce week-end, ils avaient prévu un voyage au country club. Myriam l'avait mentionné dans l'une de nos conversations. Demain de 10 h à 18 h, ai-je répondu. Cela laissait assez de temps pour quelques visites, et j'étais sûre que mon fils et ma belle-fille ne se présenteraient pas à l'improviste. Véronique a confirmé qu'elle organiserait 2 projections. La première à 11 h, la seconde à 14 h. Ce soir-là, à 19 h précises, je me suis connectée à un appel vidéo pour une visite virtuelle de la maison de La Rochelle. Bethany, une femme énergique d'âge moyen avec un sourire agréable, m'a montré pièce par pièce, répondant à toutes mes questions en détail. La maison était plus petite que ma maison actuelle, mais parfaite pour une personne. 2 chambres, 2 salles de bain, un salon spacieux avec une cheminée, une cuisine lumineuse avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Mais le principal trésor était la terrasse au 2e étage qui donnait sur la baie. Par temps clair, on peut voir les bateaux qui entrent dans le port, a dit Bethany en montrant la vue depuis la terrasse. Et les couchers de soleil sont magiques. Je sentais la confiance grandir en moi que c'était exactement ce que je cherchais. Un endroit pour commencer un nouveau chapitre de ma vie, loin des reproches et des exigences, loin du sentiment que je n'étais qu'un outil pour la commodité de quelqu'un d'autre. Le quartier est très calme, a poursuivi Bethany. La plupart des habitants sont des couples plus âgés et des créatifs. Il y a un charmant café à 2 rues d'ici où un club de lecture se réunit le soir. Un club de lecture. Je me souviens avoir rêvé de retourner à la lecture régulière et à la discussion de la littérature après ma retraite. Un autre rêve reporté en raison des demandes et des exigences sans fin de la famille. J'adore cette maison.
ai-je dit à la fin de la visite virtuelle. J'aimerais venir la voir en personne dans les prochains jours. Bethany s'est illuminée. Bien sûr. Quand cela vous arrangerait, il. Nous nous sommes mis d'accord pour le mercredi et j'ai réservé une chambre dans un petit hôtel voisin, prévoyant de passer quelques jours à La Rochelle pour mieux connaître la ville. Après l'appel, je me suis assise dans un fauteuil près de la cheminée, mon endroit préféré pour réfléchir. Des souvenirs de la vie dans cette maison ont traversé mon esprit. Les années heureuses avec Renaud, l'éducation de Thibaut, les vacances en famille, les soirées tranquilles avec un livre. Mais en même temps, j'ai réalisé que les dernières années ici n'avaient pas été tant remplies de joie que du sentiment que je prenais la place de quelqu'un d'autre, une place que d'autres avaient déjà revendiquée. J'ai pensé à la façon dont ma relation avec mon fils avait changé depuis la mort de Renaud. Thibaut avait toujours été plus proche de son père. Il partageait un intérêt pour les affaires, le sport, les choses pratiques. Moi, d'un autre côté, j'étais plus contemplative, attirée par les livres, l'art, les idées. Renaud était capable d'équilibrer nos mondes, trouvant un terrain d'entente avec son fils pratique et sa femme rêveuse. Sans lui, le lien s'est progressivement amenuisé jusqu'à devenir une relation basée sur l'obligation et le profit. Peut-être que j'étais coupable de cela aussi. Cédant trop facilement, disant non trop rarement, mettant trop souvent les besoins des autres avant les miens. Les habituant à me voir non pas comme une personne mais comme une fonction, une grand-mère commode, une ressource financière, la gardienne d'une maison qu'ils considéraient déjà comme la leur. Maintenant, cela changeait. Pas de grands mots ni d'accusations, pas de scène dramatique, juste une action décisive pour reprendre le contrôle de ma propre vie. Le dimanche a été consacré à la préparation des visites. J'ai enlevé les photos de famille des endroits bien en vue, j'ai disposé des fleurs fraîches dans le salon et la cuisine, et j'ai essuyé chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille. La maison devait avoir l'air impeccable pour impressionner les acheteurs potentiels. Les premiers à arriver furent les époux Parker, un chirurgien à succès et sa femme, une paysagiste. Ils ont soigneusement inspecté chaque pièce, posé des questions sur les communications, se sont intéressés à l'histoire du quartier. Ils ont été particulièrement impressionnés par le jardin, que j'ai créé et entretenu au fil des ans. On sent l'amour ici, a dit Madame Parker en regardant le parterre de roses vivaces. Chaque plante est à sa place. Tout est en harmonie. J'ai souri, touché par sa compréhension. Ce jardin était vraiment mon enfant, mon lieu de force et de paix. Les deuxièmes visiteurs étaient Mathieu et Daniel Le Forestier, un jeune couple avec 2 enfants d'un premier mariage. Ils cherchaient une maison spacieuse dans un bon quartier avec d'excellentes écoles. Les enfants, des garçons de 8 et 10 ans, couraient dans la cour avec des exclamations excitées pendant que leurs parents discutaient des éventuels réaménagements de meubles et des palettes de couleurs pour les chambres des enfants. En les regardant, je me suis surprise à penser que j'adorerais que ce soit eux qui achètent la maison. Il y avait une chaleur et un respect sincère dans leur attitude l'un envers l'autre et envers les enfants, quelque chose qui manquait cruellement dans la relation de Thibaut et Myriam. Après le départ du deuxième couple, Véronique est restée tard pour discuter des impressions des acheteurs potentiels. Les 2 familles sont très intéressées, a-t-elle dit. Je m'attends à avoir des offres concrètes d'ici demain. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. L'idée de vendre la maison m'avait semblé impensable il n'y a pas si longtemps, mais maintenant, cela me semblait juste. Libérateur. Dans la soirée, Thibaut a appelé. Sa voix était tendue. De toute évidence, il était toujours mécontent de notre conversation au restaurant, mais il a essayé de le cacher. « Maman, comment vas-tu » a-t-il demandé avec une fausse inquiétude. « Je vais bien, merci » ai-je répondu de manière neutre. « Écoute, à propos de cette conversation, Myriam et moi avons peut-être été trop directs. C'est juste que nous pensons vraiment que ce serait la meilleure solution pour tout le monde. » Je suis restée silencieuse, ne voulant pas revenir sur le sujet. « Quoi qu'il en soit, » a-t-il poursuivi après une pause. « Nous pensions commencer petit. Peut-être devrions-nous d'abord rénover la cuisine. Elle est un peu démodée, et si jamais tu décides de vendre la maison, une cuisine rénovée augmenterait sa valeur. » C'est ça. Ils planifiaient déjà des rénovations dans ma maison sans attendre que j'accepte de la leur céder. Tactique typique. Donner l'apparence de s'en soucier, mais en réalité, prendre progressivement le contrôle. Merci pour l'offre, Thibaut. Mais je suis parfaitement satisfaite de ma cuisine, ai-je dit calmement. Maman, tu ne comprends pas. Il a commencé avec ce ton particulier qu'il utilisait quand il pensait savoir mieux. Les consommateurs d'aujourd'hui sont très exigeants en matière de cuisine. Comptoir en granit,
Nouveaux appareils électroménagers, un îlot au milieu. C'est ce qui est à la mode en ce moment. Je ne prévois pas de vendre la maison de sitôt. J'ai menti, ne ressentant qu'une légère pointe de conscience. Il n'est donc pas nécessaire que je suive les tendances immobilières. Il y a eu une pause tendue à l'autre bout du fil. D'accord, a-t-il finalement dit avec une irritation mal dissimulée. Comme tu veux, mais garde à l'esprit que nous sommes prêts à aider quand tu changeras d'avis. Quand, pas si. Il était sûr d'obtenir ce qu'il voulait tôt ou tard. Après la conversation, je suis restée assise en silence pendant un long moment, regardant ma cuisine démodée, spacieuse, confortable avec des armoires en bois que Renaud et moi avions choisies ensemble. Un large rebord de fenêtre où je cultivais des herbes aromatiques et une collection de tasses en céramique que j'avais collectionnées au fil des ans de voyage. Chaque objet ici avait une histoire. Chaque coin recelait des souvenirs. Et il voulait remplacer tout cela par des surfaces en granit sans âme et des appareils électroménagers sophistiqués pour correspondre à l'idée de quelqu'un d'autre des tendances modernes. Le lundi matin, le grand événement a commencé dès le début. Véronique a appelé pour signaler que les deux familles qui avaient visité la maison avaient fait des offres et que les deux étaient supérieures au prix demandé initial. Elles sont prêtes à négocier, a-t-elle dit avec une satisfaction mal dissimulée. Je pense que nous pouvons obtenir des conditions encore meilleures si nous leur donnons une chance d'améliorer leurs offres. J'ai approuvé sa stratégie, demandant seulement de noter que la famille Le Forestier m'avait fait une impression particulièrement favorable. Je suis ensuite allée au bureau de Maître Higgins pour signer le Nouveau Testament et les documents de fiducie. Lorsque toutes les formalités ont été accomplies, il m'a serré la main avec un respect sincère. « Cécile, j'admire votre détermination », a-t-il dit. Tout le monde n'est pas capable de commencer une nouvelle vie à ce stade. J'ai souri, appréciant sa délicatesse. Merci, Maître Higgins. Je pense que Renaud approuverait ma décision. Il le ferait certainement. Il a hoché la tête. Il disait toujours que votre capacité à voir des opportunités là où les autres ne voyaient que des obstacles était l'une des qualités qu'il appréciait le plus en vous. Ces mots m'ont réchauffé l'âme, un rappel qu'il y avait eu un homme qui me voyait et m'appréciait pour qui j'étais. La Rochelle m'a accueilli avec du soleil et une brise salée de la baie. La voiture avec mes affaires n'était pas attendue avant le soir, alors je me tenais sur le porche de ma nouvelle maison avec rien d'autre qu'une petite valise et un sac contenant mes livres les plus précieux, des photos et quelques souvenirs. La maison victorienne bleue ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de ma visite une semaine auparavant. Murs bleu doux, garniture blanche, une large véranda avec des chaises en osier, un petit jardin bien entretenu avec des lauriers roses et du romarin. 2 étages, 3 chambres, une au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Un salon spacieux avec 2 hauts plafonds, une cuisine lumineuse avec une fenêtre donnant sur le jardin, et l'attraction principale, une terrasse au 2e étage donnant sur le golfe de Gascogne. J'ai sorti mes clés, de lourdes clés à l'ancienne, et j'ai ouvert la porte d'entrée. La maison sentait la peinture fraîche, le vernis au citron et un peu la mer. Bethany, mon agent immobilier, s'était occupé de tout. Les fenêtres étaient lavées, les sols étaient cirés, et sur la table de la cuisine se trouvait un panier de fruits, une bouteille de vin et un mot. Bienvenue à La Rochelle, Cécile. J'ai traversé lentement les pièces, m'habituant à l'idée que c'était maintenant ma maison. Elle était beaucoup plus petite que le manoir de Neuilly, mais chaque coin semblait confortable et plein de caractère. Les parquets d'origine, les luminaires vintage, les bibliothèques encastrées dans le salon. Les événements des dernières semaines s'étaient déroulés à une vitesse vertigineuse. La maison de Neuilly a été vendue à la famille Le Forestier, comme je l'avais espéré. Ils ont offert le meilleur prix et, plus important encore, ont vraiment aimé la maison au premier regard. Mathieu et Daniel ont promis de garder la roseraie que j'avais si longtemps et amoureusement créée. Thibaut ne savait toujours rien de la vente. J'avais désigné mon avocat comme personne de contact pour toutes les formalités, et j'étais partie en courtes vacances dès que le contrat préliminaire avait été signé. Mon téléphone était éteint la plupart du temps. J'ai attribué cela à une mauvaise connexion sur le lieu de vacances. En fait, j'étais activement engagée dans la recherche et l'aménagement d'une nouvelle maison, faisant les papiers, organisant le déménagement. Je ne voulais pas que Thibaut ou Myriam m'empêchent de faire ce pas décisif. Je suis montée par l'escalier en bois au 2e étage et je suis sortie sur la terrasse. La vue était à couper le souffle. Le vaste bleu de la baie, les voiles blanches des yachts au loin, le contour doux de la côte. L'air était saturé de sel et de liberté. J'ai inspiré profondément, sentant la tension des dernières semaines, où étaient ceux des années, commencer à se relâcher. Vers le soir,
La voiture avec mes affaires est arrivée. Je n'avais pas emporté grand-chose avec moi, principalement des livres, des peintures et quelques meubles qui avaient une signification particulière pour moi. Le fauteuil dans lequel Renaud aimait s'asseoir, mon bureau, l'horloge ancienne que j'avais reçue de ma grand-mère. Le reste a été soit laissé au nouveau propriétaire de la maison, soit vendu aux enchères, le produit de la vente s'ajoutant à mon portefeuille d'investissement. Les déménageurs ont tout déplacé dans la maison rapidement et proprement, disposant les gros articles selon mes instructions. Quand ils sont partis, j'étais seule dans la maison à moitié meublée, entourée de boîtes et de nouvelles possibilités. La fatigue est venue soudainement. J'avais vécu sur l'adrénaline ces dernières semaines, passant d'une tâche à l'autre. Maintenant que les principaux tracas étaient derrière moi, mon corps me rappelait mon âge. J'ai décidé de ne pas déballer aujourd'hui. Au lieu de cela, j'ai ouvert la bouteille de vin que Bethany avait laissée. J'ai versé un verre et je suis sortie sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil. Le ciel se teintait de toutes les nuances de rose et d'orange, se reflétant dans l'eau calme de la baie. J'ai levé mon verre dans un toast silencieux à un nouveau départ, à la liberté, à l'opportunité de vivre mes années restantes comme je le voulais, pas comme quelqu'un d'autre. La matinée a commencé par le chant des oiseaux et le bruit des vagues. Je me suis réveillée dans une chambre inconnue, sur un lit inconnu, et pendant un instant, j'ai été confuse. Puis je me suis souvenue que c'était ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Le sentiment était étrange, un mélange d'excitation, de nostalgie et de quelque chose qui ressemblait à la joie d'un enfant avant une aventure. J'ai préparé du café dans la cuisine encore inhabitée, et je suis sortie sur la véranda avec une tasse. La Rochelle matinale était pleine de vie. Des voisins promenaient leurs chiens. Des athlètes faisaient leur jogging, des cyclistes passaient. Quelques passants m'ont fait un signe amical, même si nous étions des étrangers. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simple courtoisie, comme si la ville m'accueillait dans sa communauté. J'ai décidé de commencer la journée par une promenade dans le quartier. J'ai mis une robe légère, un chapeau de paille, une protection contre le soleil du sud, et je suis partie explorer mon nouveau quartier. Le quartier historique de La Rochelle s'est avéré être un endroit charmant. Des rues étroites avec des maisons victoriennes, des petits magasins, des cafés avec des terrasses. J'ai trouvé un marché d'épicerie où j'ai acheté des fruits et légumes frais, je me suis arrêtée dans une boulangerie pour du pain, et j'ai découvert une petite librairie avec une enseigne intrigante qui disait « Voir des histoires ». Le propriétaire, une femme énergique dans la soixantaine avec une coupe de cheveux courte et des perles de couleurs vives, s'est présentée comme étant Éléonore. « Vous êtes nouvelle ici ?» a-t-elle demandé, en emballant un livre que j'avais choisi d'un auteur local sur l'histoire de La Rochelle. « Oui, je viens d'emménager hier », ai-je répondu. J'ai acheté une maison dans la rue de la Lavande, une victorienne bleue. Éléonore s'est animée. Je connais cette maison. Elle était vide depuis quelques mois après que Grace a déménagé plus près des enfants à Austin. C'est un excellent choix. Vous aurez une vue magnifique sur les couchers de soleil. Nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'Éléonore avait vécu à La Rochelle toute sa vie, connaissait l'histoire de chaque maison du quartier historique et pouvait recommander tout, du meilleur restaurant local au plombier le plus fiable. Nous avons un club de lecture ici le mercredi, juste dans le magasin, a-t-elle dit avant que je ne parte. Nous lisons Margaret Atwood en ce moment. Venez si cela vous intéresse. Je l'ai remercié pour l'invitation, me sentant étonnamment excitée. Un club de lecture. Combien de fois avais-je rêvé d'en rejoindre un à Neuilly, mais il y avait toujours des choses plus importantes à faire. Aider Thibaut avec les enfants, préparer le dîner pour leurs invités, faire les courses pour Myriam. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré un voisin, un grand homme aux cheveux gris qui taillait les haies devant sa maison de l'autre côté de la rue. « Bienvenue dans notre quartier », m'a-t-il salué en posant ses cisailles de jardin. « Je suis Howard Price, votre voisin. » Cécile Harlow, j'ai tendu la main. « Ravi de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, » a-t-il proposé. La première fois dans un nouvel endroit n'est jamais facile. Nous avons parlé un peu du quartier, du temps, du jardinage. Howard s'est avéré être un ancien professeur de biologie marine qui avait pris sa retraite il y a 5 ans. Il écrivait maintenant des livres de vulgarisation scientifique sur la vie marine du golfe de Gascogne et organisait des excursions pour les écoliers. Ma femme Marianne ne manquera pas de passer l'autre jour, a-t-il dit avant que nous ne nous disions au revoir. Elle fait les meilleurs muffins aux myrtilles de La Rochelle. Je suis rentrée à la maison avec des sacs pleins de provisions et le sentiment d'avoir fait les premiers pas vers de nouvelles relations. C'était étrange et un peu troublant. Pendant tant d'années,
J'avais vécu dans un cercle social établi où tous les rôles étaient depuis longtemps attribués. Maintenant, je devais repartir de zéro, me présenter à de nouvelles personnes, non pas comme la mère de Thibaut ou la grand-mère d'Evelyne et Pascal, mais simplement comme Cécile Harlow, une femme avec ses propres intérêts, son histoire et sa personnalité. Les jours suivants se sont passés dans le tumulte de l'installation. J'ai déballé, mis des livres sur des étagères, accroché des tableaux et acheté des meubles et des articles ménagers manquants. La maison s'est progressivement remplie de vie, devenant une extension de moi-même. J'ai accordé une attention particulière à mon bureau, une petite pièce au 2e étage avec une fenêtre donnant sur la baie. Ici se trouvait mon vieux bureau, des bibliothèques avec mes volumes préférés, un fauteuil confortable pour lire. Sur le mur, j'ai accroché le tableau que Renaud m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage, un paysage marin d'un artiste inconnu trouvé dans une petite galerie lors de notre voyage en Nouvelle-Angleterre. Dans cette pièce, je prévoyais de reprendre le travail sur le livre que j'avais commencé à écrire après ma retraite, une étude des images de femmes dans la littérature américaine du XXe siècle. Un dossier de notes et de brouillons qui était resté intact pendant plusieurs années maintenant, a pris une place de choix sur le bureau. Le 5e jour de ma nouvelle vie, alors que la maison était déjà plus ou moins installée et que je commençais à m'habituer au rythme mesuré de la ville balnéaire, la sonnette a retenti. Thibaut. Je savais que ce moment était inévitable. Mais j'ai senti mes épaules se tendre à la vue de son nom sur l'écran. Oui, Thibaut, ai-je répondu en essayant de garder ma voix neutre. Maman. Son ton était étrange, un mélange de méfiance et de colère montante. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue chez toi et il y a une famille étrange. Ils disent qu'ils ont acheté la maison. Y a-t-il une sorte d'erreur? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Non, Thibaut, il n'y a pas d'erreur. J'ai vendu la maison. Il y a eu une longue pause. Je pouvais presque physiquement le sentir essayer de traiter cette information. Tu quoi? A-t-il finalement réussi à articuler? Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as vendu? Quand? Pourquoi? Sans me consulter. Il y a 3 semaines, ai-je répondu calmement. Je n'avais pas besoin de conseils. C'était ma maison, et j'avais tout à fait le droit de l'utiliser comme bon me semblait. Maman, tu es folle. Sa voix s'est élevée. Comment as-tu pu vendre la maison familiale sans en discuter avec la famille? Où es-tu maintenant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déménagé, Thibaut. J'ai acheté une maison à La Rochelle, au bord de la mer. La Rochelle. Il a dit le nom de la ville comme si j'avais dit sur Mars. Pourquoi? Que ferait une vieille femme là-bas toute seule? Et pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Voilà. Vieille femme. Voilà encore. La définition qui est censée expliquer pourquoi je n'ai pas le droit de prendre mes propres décisions. Parce que c'est ma décision, Thibaut, ai-je dit fermement. Je n'ai pas à être d'accord avec vous sur où et comment je dois vivre. Mais nous en avons parlé. Il semblait sincèrement indigné. Nous avons discuté du fait que la maison était trop grande pour toi, que tu avais besoin de quelque chose de plus compact. Mais nous pensions à un appartement à proximité, pas à une maison dans une autre ville. Non, Thibaut. J'ai secoué la tête, bien qu'il ne pût pas le voir. Vous n'en avez pas discuté avec moi. Vous m'avez mise devant le fait accompli. Vous avez décidé que je devais vous donner la maison et déménager où vous vouliez que j'aille. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai décidé. Et tu ne nous as même pas consultés. Son ton est devenu accusateur. Maman, nous sommes ta famille. Nous nous soucions de toi. Comment peux-tu être aussi égoïste? Égoïste. Ce mot m'a frappé d'une douleur soudaine. Toute ma vie, j'ai essayé d'être une bonne mère, une grand-mère attentionnée, un soutien fiable pour ma famille, mettant toujours leurs besoins avant les miens. Et maintenant que j'ai fait un choix pour moi-même pour la première fois depuis des années. Suis-je égoïste? Je ne suis pas égoïste, Thibaut, ai-je répondu, ma voix tremblante. Je commence juste enfin à vivre ma vie, pas la vôtre. De quoi parles-tu? A dit Thibaut, sa voix ayant maintenant le ton qu'il utilisait quand il parlait à des enfants grincheux. Maman, tu n'es clairement pas toi-même. Où es-tu exactement? Je viendrai te chercher. Nous en discuterons calmement. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais nulle part. Je suis chez moi, dans ma nouvelle maison. Celle que j'ai choisie moi-même et que j'ai achetée avec l'argent que j'ai obtenu de la vente de la dernière. Chez toi. Il a reniflé. Quelle maison à La Rochelle? Tu ne connais personne là-bas. Tous tes amis et ta famille sont ici à Neuilly. Pense aux enfants.
Comment vont-ils voir leur grand-mère? Voici la carte des petits-enfants. Je m'attendais à ce qu'il la joue. La Rochelle n'est pas de l'autre côté du monde, Thibaut. J'ai répondu. À 4 heures de route. Tu peux emmener les enfants le week-end. C'est une belle plage. Ils vont adorer. À ton âge, commença-t-il. Arrête de parler de mon âge, l'interrompis-je. J'ai 66 ans, pas 96. Je suis saine d'esprit, en bonne santé et parfaitement capable de prendre des décisions concernant ma propre vie. Il y eut une lourde pause. Je pouvais l'entendre respirer par intermittence. D'accord, dit-il finalement, et sa voix devint froide, professionnelle. Très bien, mais qu'en est-il de l'argent? Combien as-tu obtenu pour la maison? J'espère que tu ne t'es pas laissé arnaquer par les agents immobiliers. L'argent? Bien sûr que si. Le souci de mon bien-être fut rapidement remplacé par le souci de mes finances. J'ai obtenu un bon prix, répondis-je évasivement. Et j'ai bien utilisé les fonds. Que veux-tu dire par gérer? Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Maman, dis-moi que tu n'as pas donné l'argent à un escroc. À ton âge, les gens sont la proie de systèmes pyramidaux et autres. Thibaut, soupirai-je, me sentant fatigué de cette conversation. J'étais professeur de littérature, pas analyste financier comme toi. Mais cela ne veut pas dire que je suis naïve ou stupide. J'ai consulté des professionnels et j'ai investi dans des actifs sûrs. Une partie de l'argent a servi à acheter une nouvelle maison, une autre à des œuvres de charité, et le reste me assurera une vie confortable. Charité. Sa voix se brisa en un cri. Tu as donné notre argent à la charité? Pas notre argent, le mien, le corrigeai-je. Le mien. L'argent de la vente de ma maison. La maison qui était censée être la nôtre. Il ne pouvait plus cacher sa colère. La maison que nous avions prévue pour nos enfants. Comment as-tu pu nous faire ça? Je sentis une vague d'irritation monter en moi. Thibaut, écoute-moi attentivement. C'était ma maison, la mienne et celle de ton père. Nous l'avons achetée avec l'argent que nous avons gagné grâce à notre dur labeur. Et elle n'était pas destinée à toi ou à tes enfants. C'était notre maison, un endroit où nous avons vécu et où nous avons été heureux. Le fait que tu aies pensé avoir une sorte de droit dessus alors que j'étais encore en vie est ton problème, pas le mien. Tu ne comprends tout simplement pas. Sa voix tremblait. Nous nous soucions de toi. Nous voulions que tu sois à l'aise, que tu ne sois pas seul. Et toi, tu as tout gâché avec ton égoïsme. Non, Thibaut, dis-je calmement. Vous ne vous souciez pas de moi. Vous vous souciez de la maison que vous vouliez. Vous vous souciez de l'argent que vous pensiez déjà avoir. Vous ne me voyez pas comme une personne avec mes propres désirs et droits, mais comme un obstacle à contourner pour obtenir ce que vous vouliez. Ce n'est pas vrai, s'exclama-t-il. Nous t'aimons. Tu es notre mère. Notre grand-mère. Oui, je suis votre mère et votre grand-mère, ai-je convenu. Mais je suis aussi une femme qui a droit à sa propre vie, qui ne veut pas être seulement une grand-mère commode qui garde vos enfants à la demande ou un distributeur automatique qui distribue de l'argent pour vos besoins. Je suis une personne, Thibaut, avec des rêves, des projets, des désirs, et j'ai le droit de les poursuivre. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis j'entendis des voix étouffées. Apparemment, Myriam était à côté de lui et disait quelque chose. Maman. Sa voix changea, plus réservée. Je comprends que tu sois contrariée. Peut-être avons-nous vraiment été trop insistants à propos de la maison, mais ne prenons pas de décision hâtive. Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas pour en parler? Nous pourrions venir chez toi à La Rochelle ce week-end. J'ai failli sourire. Thibaut avait toujours été un bon négociateur. Maintenant, il essayait de changer de tactique, voyant que la colère et les accusations ne fonctionnaient pas. D'accord. Ai-je accepté? Venez samedi. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Super. Il semblait soulagé. Alors, c'est un accord. Et maman, je suis content que tu ailles bien. Nous étions inquiets. Après la conversation, je suis restée assise sur la terrasse pendant un long moment, regardant la baie. Le soleil glissait vers le coucher, colorant l'eau de ton doré. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, du doute, peut-être même du regret à propos de ma décision après avoir parlé à Thibaut. Mais au lieu de cela, je me sentais étrangement calme et confiante d'avoir fait ce qu'il fallait. Toute ma vie, j'avais essayé d'être une bonne mère, solidaire, compréhensive, serviable.
Mais quelque part en cours de route, ce soutien s'est transformé en sacrifice de soi. Et cette aide s'est transformée en dépendance. J'ai permis à mon fils et à ma belle-fille de me voir non pas comme une personne, mais comme une fonction. Et pire que tout, j'ai commencé à me voir de cette façon. Maintenant, cela changeait. Je n'allais pas rompre ma relation avec mon fils ni renoncer à mon rôle de grand-mère, mais je n'allais plus me laisser utiliser ou dicter comment je devais vivre ma vie. La sonnerie de la porte a interrompu mes réflexions. Une femme âgée avec un visage aimable et un panier dans les mains se tenait sur le seuil. « Bonsoir », a-t-elle souri. « Je suis Marianne Price, la femme de Howard de l'autre côté de la rue. Je suis venue souhaiter la bienvenue à une nouvelle voisine et j'ai apporté des muffins. » Cécile Harlow. J'ai tendu la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Howard a mentionné que vous passiez. Entrez, s'il vous plaît. » Marianne s'est avérée être une ancienne professeure de musique passionnée de jardinage et d'histoire locale. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, découvrant de nombreux intérêts communs, de la littérature classique à la musique jazz. Mercredi prochain, nous avons un club de lecture au magasin d'Éléonore, a-t-elle dit en se préparant à partir. Et jeudi, il y a un cours d'aquarelle au centre communautaire. Vous devriez absolument vous joindre à nous si cela vous intéresse. Je l'ai remercié pour l'invitation, ressentant un léger frisson. Club de lecture, peinture, des choses que je rêvais de faire depuis des années, mais pour lesquelles je trouvais toujours des raisons de remettre à plus tard. Les enfants ont besoin d'aide pour leurs devoirs. Myriam m'a demandé de garder Pascal. Il a un léger rhume. Thibaut a une réunion importante. Je dois préparer le dîner pour ses collègues. Maintenant, je pouvais décider comment passer mon temps. C'était un sentiment enivrant de liberté, mais aussi une prise de conscience des occasions manquées. Combien d'années avais-je perdu à vivre les projets et les priorités de quelqu'un d'autre? Combien de livres n'avais-je pas lus? Combien d'endroits n'avais-je pas visités? Combien d'idées n'avais-je pas réalisées parce que j'avais toujours mis les besoins des autres avant les miens? Cette nuit-là, j'ai décidé de commencer une nouvelle tradition de faire quelque chose pour moi tous les jours. Quelque chose qui apporte de la joie, qui développe, qui inspire. La première de ces actions a été de m'inscrire au club de lecture et au cours d'aquarelle. La seconde a été de reprendre le travail sur le livre que j'avais commencé à écrire après ma retraite. J'ai sorti un dossier de notes, j'ai relu ce que j'avais écrit et j'ai senti un enthousiasme créatif longtemps oublié se réveiller en moi. En me couchant dans ma nouvelle chambre avec la fenêtre ouverte sur le bruit des vagues, je me sentais en paix. Demain, il y avait beaucoup à faire. Aménager le jardin, trouver le marché de producteurs le plus proche, m'inscrire à la bibliothèque locale. Mais maintenant, dans le silence de la nuit, je savourais la simple prise de conscience. J'étais libre. Libre d'être moi-même, de vivre ma vie, de suivre mes désirs. Et cette liberté valait toutes les luttes, toutes les conversations désagréables, tous les doutes. Je me suis endormie en pensant que ma nouvelle rive n'était pas seulement un lieu géographique, mais une nouvelle étape de la vie où je pouvais enfin être simplement Cécile Harlow, pas la mère, la grand-mère ou la ressource commode de quelqu'un.